2 jours avant le mariage, ma fiancée m'a dit qu'elle rendait visite à sa tante. À 4h12 du matin, j'ai reçu une alerte de débit, hôtel de luxe, la même ville que son ancien petit ami. J'y suis allé. Le concierge a dit, elle est dans le spa avec lui. 2 jours avant la cérémonie, j'étais à mon bureau en train d'étiqueter les marque-places et de vérifier le plan de table à 2 reprises. Le silence semblait artificiel. C'était le genre de silence qui réclame des preuves. Elle avait dit qu'elle prenait la route pour rendre visite à sa tante, un trajet facile et une excuse familière. Je me suis dit de garder mes mains occupées et de laisser passer les heures. À 4h12 du matin, mon téléphone a vibré avec une alerte de carte bancaire, un hôtel haut de gamme en centre-ville, 3 débits consécutifs en l'espace de 8 minutes. Je n'ai pas eu besoin de deviner. J'ai lu le nom de l'hôtel 2 fois, j'ai ouvert la carte et j'ai placé un repère. Son ancien petit ami vivait à 6 pâtés de maison de ce hall. Je me suis habillé sans allumer aucune lumière. La rue à l'extérieur portait cette couleur grise qui apparaît juste avant le lever du soleil, quand tout semble honnête et fatigué. Le trajet a duré 13 minutes. Je me suis garé sur un emplacement de livraison et je suis entré avec la confiance décontractée de quelqu'un qui y était déjà allé une douzaine de fois. Le hall sentait le bois poli et l'eucalyptus. Un employé de nuit faisait semblant que son café n'était pas froid. J'ai demandé à voir un directeur, car les directeurs ont des routines et des modèles, et les routines poussent les gens à révéler des choses qu'ils ne réalisent pas qu'ils révèlent. Le concierge est apparu à la place. Cravate fine, posture prudente, le genre de personne qui adoucit les refus avec un vocabulaire d'hospitalité. J'ai demandé s'il y avait un spa sur place. Il a hoché la tête, puis a baissé les yeux vers un moniteur. J'ai dit que j'avais besoin de confirmer si ma fiancée avait un rendez-vous aujourd'hui parce qu'elle avait laissé ses médicaments contre les allergies avec moi. J'ai proposé les 3 premières lettres de son prénom. Il m'a demandé de patienter. Ses yeux se sont déplacés sur l'écran de la manière dont les yeux bougent lorsqu'ils reconnaissent quelque chose qu'ils ne devraient pas dire à voix haute. Il a dégluti. Ensuite, il a prononcé la phrase qui a fermé l'espace entre le soupçon et les faits, elle est dans le spa avec lui. Le spa était ouvert 24 heures sur 24 pour les clients. Sur le mur du couloir, un panneau imprimé listait les forfaits nocturnes disponibles pour les couples, un détail dont j'aurais pu rire la semaine dernière. J'ai remercié le concierge et je me suis éloigné comme si l'affaire était réglée. Ce n'était pas le moment pour une scène bruyante. C'était le moment de constituer un dossier. Les preuves ne se collectent pas toutes seules, elles nécessitent une chronologie et de bonnes habitudes. Je me suis assis sur un fauteuil du hall et j'ai rédigé un plan de base sur mon téléphone, 3h52 du matin, demande d'autorisation pour minuit, enregistrement d'un débit. Faire une vérification croisée avec la présence de caméras dans le hall, si possible. Faire une vérification croisée avec les registres de covoiturage. Elle était partie plus tôt, prétendant que le trajet prendrait 3 heures parce qu'elle éviterait l'autoroute. Elle préférait décorer ses excuses avec des détails supplémentaires. J'ai ouvert notre application de budget partagé, j'ai appuyé sur l'entrée de l'hôtel pour voir le code de catégorie du commerçant, puis j'ai sauvegardé une capture d'écran. L'application a horodaté l'autorisation à la minute près. J'ai marqué le 2e et le 3e débit comme des suppléments probables du spa en me basant sur les montants. J'ai téléphoné au numéro indiqué pour le spa depuis le canapé du hall. Un message enregistré a confirmé la présence d'un bureau de nuit et a indiqué que les clients sans rendez-vous pouvaient vérifier la disponibilité au comptoir. Cela m'a indiqué que leur fréquentation était suffisamment basse à cette heure pour connaître les noms. J'ai baissé le téléphone et j'ai regardé l'ascenseur. À 4h21 du matin, un homme grand vêtu d'un peignoir et de chaussons d'hôtel a traversé le tapis en portant un gobelet d'eau en papier. J'ai reconnu les épaules et la coupe de cheveux à partir de photos que j'avais fait semblant de ne pas étudier lorsqu'elle avait juré que leur histoire s'était refroidie pour devenir quelque chose d'ordinaire. Il n'a pas regardé autour de lui. Il a pris le virage vers le spa, poussant la porte en verre dépoli avec le privilège paresseux de quelqu'un habitué à être servi. J'ai pris une photo de l'horloge du couloir qui affichait 4h22, et une deuxième photo de la porte dépolie avec le logo du spa. Je me suis assuré que les angles étaient droits. Toute photo qui semble accidentelle devient plus facile à rejeter. J'ai posé mon téléphone à plat sur ma cuisse et j'ai ouvert l'application de mémos vocaux, non pas pour une dispute, mais pour un enregistrement du son ambiant. La porte du spa s'est rouverte. Un rire doux a flotté vers l'extérieur comme le parfum d'une bouteille renversée. La porte s'est refermée doucement.
Le mémo a capturé le sifflement de la porte et le niveau sonore. Ce n'était pas grand-chose. C'était quelque chose. La confrontation produit du drame et très peu de preuves. L'investigation produit des preuves et très peu de drame. J'ai choisi la seconde option. Je me suis levé et j'ai marché vers le petit centre d'affaires de l'hôtel. L'imprimante reposait inutilisée avec un panneau poli qui promettait 10 pages gratuites pour les clients. Je n'avais pas besoin de papier. J'avais besoin du navigateur pour les inviter avec un accès non filtré au site internet public de l'hôtel. Le portail de réservation listait des essentiels romantiques avec des noms de forfaits spécifiques qui correspondaient au montant débité sur mon téléphone, à une petite marge près. Un article de la liste incluait un créneau de réservation de suite pour couple de 3h30 du matin à 5h00 du matin. J'ai pris une capture d'écran et je me la suis envoyée par courrier électronique avec pour objet, corrélation du menu. La caméra au-dessus des ascenseurs du hall n'était pas à moi pour en extraire les images, mais les caméras sont gérées par des personnes, et les personnes sont gérées par des histoires. Je suis retourné voir le concierge et je lui ai dit la vérité qu'il pouvait entendre en toute sécurité. Mon mariage a lieu dans 2 jours. Je crois que ma fiancée est ici avec quelqu'un qui ne devrait pas être ici. Je ne vais pas faire de scandale. J'ai besoin de savoir à quelle heure le spa a ouvert pour eux. Je n'ai pas demandé de nom. J'ai demandé des horaires. Les horaires sont moins protégés par les règles de confidentialité car les horaires sont considérés comme inoffensifs. Il a observé mon visage pendant 10 longues secondes. Ensuite, il a dit que le spa avait pris une réservation pour un couple à 3h30 du matin. Il a ajouté que c'était la 2e visite ce mois-ci. Il n'aurait pas dû dire cette dernière partie. Il l'avait dit quand même. Je l'ai remercié et j'ai placé un billet de banque plié sur le bureau. Il l'a repoussé avec 2 doigts. Il ne voulait pas qu'un pourboire efface la gentillesse silencieuse qu'il avait choisie. J'ai respecté cela et je l'ai laissé sur le comptoir malgré tout. Il l'a regardé comme si c'était un problème qu'il résoudrait après mon départ. Je suis sorti sur le trottoir, j'ai respiré l'air frais et j'ai ouvert le partage de sa position géographique. Il était désactivé depuis 2 jours. Elle avait dit que sa batterie se vidait sans cesse parce que la navigation l'épuisait. Ma voiture avait toujours le traceur du système de géolocalisation d'urgence exigé par la compagnie d'assurance. Je ne pouvais pas localiser son téléphone, mais je pouvais localiser les registres de mon véhicule, 2 trajets nocturnes en centre-ville ce mois-ci. Les 2 entre 3h00 et 5h00 du matin. Les 2 avec un arrêt à moins d'un pâté de maison de cet hôtel. Le registre ne mentait pas. J'ai pris une autre capture d'écran et je l'ai sauvegardée dans un dossier étiqueté « Vendredi ». J'avais besoin de plus que de simple chronologie pour rendre cela inattaquable. J'avais besoin d'un fil financier sur lequel je pourrais tirer devant des personnes qui ne contesteraient pas les témoignages visuels et les rumeurs. J'ai vérifié de nouveau notre compte conjoint et j'ai remarqué l'achat d'une petite carte cadeau sur le portail de commerce électronique de l'hôtel il y a 3 jours, acheminée par un processeur de paiement avec un nom neutre. Cela ressemblait à n'importe quel autre débit de boutique. Le montant correspondait au forfait pour couple à quelques euros près après taxe. J'ai ouvert la transaction, j'ai appuyé sur « Détails » et j'ai vu la chaîne de description du commerçant qui incluait un code utilisé uniquement pour les services annexes de l'hôtel. Ce n'était pas définitif, mais cela reliait les points. Elle avait utilisé notre compte pour acheter la carte cadeau. Il l'avait probablement utilisée en personne. Ils avaient transformé notre solde conjoint en aromathérapie et en lumière tamisée. J'ai scruté le trottoir à la recherche de sa voiture. Il conduisait un vieux coupé qui tenait ensemble plus par habitude que par entretien. Il avait pris un véhicule de covoiturage. La caméra de l'allée de l'hôtel montrerait cela, si quelqu'un le demandait avec autorité. Je n'avais pas encore cette autorité. Je pouvais l'obtenir par l'intermédiaire de personnes qui l'avaient, ou je pouvais trouver une faille ailleurs. Il y avait toujours une faille. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai acheté une bouteille d'eau au bar du hall. Le barman de service a gardé la caisse ouverte pendant qu'il réapprovisionnait les citrons. Une petite imprimante thermique derrière le comptoir crachait des bons de commande pour les réapprovisionnements des mini-bars et les additions du bar du spa. L'un d'eux a voltigé jusqu'au sol. Je n'y ai pas touché. J'ai regardé le barman le ramasser et le lire avant de le glisser dans une pile. Il a glissé la pile dans une pochette en plastique marquée avec la date du jour. Le ticket du dessus montrait un texte partiel. J'ai lu, à l'envers,
les mots « bain de rose » et un montant qui correspondait à ma capture d'écran précédente. Je n'ai pas pris le ticket. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà les chiffres. La présence de l'imprimante confirmant la même histoire rendait les données plus humaines, ce qui aurait de l'importance plus tard lorsque la pièce deviendrait silencieuse et que les gens essaieraient de débattre de la définition d'une erreur. À 4h58 du matin, la porte du space est ouverte de nouveau. Il est sorti en premier, toujours en peignoir. Elle a suivi quelques pas derrière, les cheveux relevés, le visage nu, ma bague sur une chaîne autour de son cou au lieu de l'avoir à son doigt. Ce détail restait planté comme un clou enfoncé trop profondément pour être retiré avec les doigts. Je suis resté assis et j'ai basculé le téléphone en mode appareil photo avec le volume de l'obturateur désactivé. 2 clichés étaient assez nets pour les identifier tous les deux sans que leur visage soit tourné vers moi. Son profil à lui était net et familier. Sa posture à elle était la posture de quelqu'un qui contourne le dernier petit caillou de culpabilité qu'elle était prête à ressentir. Ils ont pris l'ascenseur pour monter, pas pour descendre. J'ai vérifié le site internet de l'hôtel de nouveau et j'ai vu que le forfait pour couple incluait une prolongation facultative pour faire la sieste. J'ai enregistré cette ligne avec une capture d'écran également, car les juges ne se soucient pas du langage romantique, mais ils se soucient du langage des factures. Ils ne sont pas redescendus pendant 40 minutes. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes de nouveau, il portait un jean et une veste. Elle portait la robe avec laquelle elle était partie, celle dont elle avait dit qu'elle serait confortable pour un trajet sur l'autoroute. Il marchait devant. Elle a vérifié son téléphone avec un petit sourire en coin que j'avais déjà vu lorsqu'elle pensait avoir résolu un problème. Il a tenu la porte pour elle sans regarder en arrière. Ils se sont séparés sur le trottoir pour appeler des transports distincts. La distance entre eux semblait répétée. Je ne lui ai pas parlé. Je ne lui ai pas parlé à lui. J'ai regardé chaque voiture s'éloigner et j'ai noté les numéros de course sur les vitres arrière. Ces codes sont liés au dossier des chauffeurs. Les chauffeurs se souviennent des visages pour les pourboires. Chaque élément créait un couloir que je pourrais emprunter plus tard lorsque j'aurais besoin de plus de voix que la mienne. De retour à la maison, l'appartement sentait encore la bougie qu'elle avait allumée avant de partir. Le plan de table attendait sur la table comme une blague avec une chute coûteuse. Je l'ai rangé. Les prochaines étapes devaient être propres. J'ai copié les captures d'écran dans un dossier caché. J'ai fait une sauvegarde de mon téléphone. J'ai rédigé une chronologie formelle avec les lieux et les montants. J'ai dessiné de petites cases à côté de chaque élément pour le statut des preuves, capturées, à confirmer. Témoin disponible. Trace écrite en attente. Des lignes qui ressemblaient à une crise de panique à 4h12 du matin ressemblaient maintenant à un tableur. La ligne tout en bas disait « Qu'est-ce qui importait le plus ?» J'en avais assez pour annuler le mariage sans le moindre doute. Je voulais plus qu'une annulation. Je voulais que la vérité se révèle d'elle-même sans laisser de place à une réécriture. Avant de dormir, j'ai appelé sa tante. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix semblait endormie mais suffisamment claire pour savoir qu'elle n'avait hébergé personne. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu ma fiancée depuis des mois. Elle a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai dit que l'emploi du temps avait changé et que j'appellerais plus tard. J'ai terminé l'appel et j'ai ajouté l'heure et ses mots à la chronologie. L'air semblait plus froid. Le froid était utile. Le froid permet d'élaborer des plans qui tiennent la route. Au moment où le ciel est devenu clair, j'avais un plan pour la journée. Vérifier les lieux de dépose des covoiturages en contactant les chauffeurs. Confirmer l'utilisation de la carte cadeau par un courrier électronique poli à l'hôtel, en demandant si un numéro de confirmation égaré pouvait être renvoyé en lien avec les numéros de ma carte, présenté comme une demande de reçu pour la documentation des dépenses. Rendre visite au bijoutier pour redimensionner la bague à son diamètre d'achat d'origine et demander une note d'inspection horodatée. Les gens prêtent attention aux documents, et les documents ne rougissent pas. La partie que je n'avais pas prévue est arrivée alors que je marchais vers l'évier avec l'écrin de la bague. Quand je l'ai ouvert, le berceau en velours était vide. Elle était partie avec la bague sur une chaîne et ne l'avait pas remise à sa place. J'ai vérifié le plateau de courtoisie et la coupelle où elle jetait ses boucles d'oreilles. Rien. La perte n'était pas sentimentale, elle était tactique. Si elle avait déplacé la bague sur une chaîne il y a des jours, elle préparait une variante de son histoire. Elle dirait que la bague semblait trop grande.
Elle dirait qu'elle avait voulu la garder près de son cœur. Elle utiliserait cette phrase pour habiller un passage au spa à minuit avec un homme qu'elle avait qualifié de chapitre clos. Mon plan devait anticiper cette phrase et la couper court. J'ai fermé la boîte vide et j'ai écrit une ligne de plus sur la chronologie, bague transférée sur une chaîne avant la visite. Observé à 4h58 du matin. Ce détail a été ce qui a changé ma façon de penser. Non pas à cause du symbolisme, mais à cause de l'intention. Les personnes qui déplacent des bagues de leurs doigts vers des chaînes répètent un changement qu'elles prévoient de rendre permanent. J'ai éteint la lumière de la cuisine et j'ai regardé l'appartement s'apaiser. La journée ne serait pas généreuse. Elle serait utile. J'étais prêt pour l'utile. En milieu de matinée, la ville était passée à son rythme de jour de semaine, et j'avais déjà 3 coups d'avance sur elle. Chloé ferait la grasse matinée. C'est ce que je pouvais prédire. La prolongation pour la sieste du spa se terminait à 6h00 du matin, ce qui signifiait qu'elle n'était probablement pas rentrée chez elle avant le lever du soleil. J'ai gardé le volume de mon téléphone bas au cas où elle enverrait un message texte. Elle ne l'a pas fait. Cela m'a indiqué qu'elle attendait de voir si j'avais remarqué son absence, ou bien qu'elle pensait avoir réussi son coup sans éveiller les soupçons. Les deux options jouaient en ma faveur. La première étape a consisté à retracer son covoiturage depuis l'hôtel. J'avais noté le numéro d'identification du trajet sur l'autocollant de la voiture. Une recherche rapide m'a conduit au nom du chauffeur grâce à un forum d'entraide pour le covoiturage que j'avais utilisé lors d'un litige passé. Les chauffeurs refusent rarement de parler lorsque vous abordez la conversation avec le bon ton, curieux, poli et légèrement confus, comme si vous essayiez de retrouver un sac égaré. Je lui ai envoyé un message expliquant que je pensais qu'une passagère aurait pu laisser quelque chose de valeur sur son siège arrière, et je lui ai demandé quand et où il l'avait récupéré. Il a répondu en moins de 10 minutes, 4h59 du matin à l'hôtel du centre-ville, dépose dans une rue résidentielle de l'arrondissement voisin. L'emplacement n'était pas le nôtre. Cela signifiait qu'elle n'était même pas rentrée chez elle après l'hôtel. J'ai noté l'adresse et je l'ai croisée avec les repères connus de son ancien petit ami. Ce n'était pas son appartement, mais c'était à seulement 3 pâtés de maison, probablement un ami à lui ou une location à court terme. La deuxième étape était financière. L'achat de la carte cadeau que j'avais signalée la nuit précédente avait été traité par le système de paiement de l'hôtel. Cela signifiait qu'il serait enregistré sous un numéro de référence de réservation spécifique. J'ai envoyé un courrier électronique au service comptable de l'hôtel, en disant que j'avais besoin d'un reçu pour des raisons de remboursement, et j'ai joint un numéro de carte partielle. J'ai prétendu avoir égaré le courrier électronique de confirmation. En moins d'une heure, un employé poli de la réception m'a renvoyé un reçu sous forme de document électronique accompagné d'une note « Retraite au clair de lune pour couple », utilisée sur place à 3h34 du matin, le 12 avril. Cet horodatage s'est parfaitement intégré dans ma chaîne de preuves grandissante. La troisième étape était plus délicate, ses relevés téléphoniques. Elle n'était plus assez imprudente pour laisser son téléphone traîner déverrouillé, mais j'avais toujours accès à notre facture de téléphone partagée. Une connexion plus tard, je regardais un mois entier d'historique d'appels et de messages textes. Son numéro à lui apparaissait 19 fois au cours des 3 dernières semaines, avec plusieurs appels s'étendant sur plus d'une heure, toujours entre minuit et 2h00 du matin. Il y avait aussi de courtes rafales d'appels l'après-midi, suivies de périodes de silence. Ces périodes s'alignaient avec le temps où elle prétendait être aux essayages de sa robe ou faire des courses. J'ai téléchargé l'intégralité du journal de données et je l'ai glissé dans le dossier que j'avais maintenant étiqueté « Mariage confidentiel ». Son alibi concernant la visite à sa tante avait déjà été détruit, mais je voulais voir ce qu'elle me dirait aujourd'hui. Vers midi, elle a envoyé un seul message texte « Je viens de rentrer. Épuisé. Je vais me reposer. On est toujours d'accord pour le traiteur à 3h00 de l'après-midi. » Je lui ai dit oui, en gardant un ton neutre. Moins elle se méfierait, plus elle continuerait d'avancer dans mon filet. La couche suivante est venue en suivant ses mouvements à nouveau. Je me suis garé à 2 rues de son immeuble dans la vieille voiture à haillons de mon voisin, le genre de voiture que personne ne remarque. À 2h15 de l'après-midi, elle est sortie en vêtements décontractés et s'est dirigée non pas vers le traiteur, mais vers un petit café niché près de la limite du quartier des affaires. Je suis resté suffisamment en retrait pour me fondre dans la circulation piétonne. À l'intérieur, elle a rejoint une femme que j'ai reconnue comme étant sa collègue de l'agence de design, une femme qui avait la réputation d'en savoir trop sur tout le monde.
Je me suis glissé dans un siège d'angle avec une bonne vue, mais sans croiser leur regard. Ce que j'ai saisi à la place, c'était le ton et le langage corporel. Chloé s'est penchée en avant, a baissé la voix et a eu un sourire narquois qui n'appartenait à aucune conversation sur des compositions florales. Je ne pouvais pas entendre chaque mot, mais j'ai attrapé des phrases, il s'en remettra, et, pas pour toujours, juste le temps que quelque chose de mieux se présente. La collègue a ri, se couvrant la bouche. Chloé a ajouté quelque chose sur le fait de faire en sorte que cela fonctionne, pour l'instant, et de le garder heureux, jusqu'à ce que ce soit le bon moment. Je n'avais pas besoin de chaque syllabe. J'en avais la forme globale. Ce n'était pas un faux pas ou un moment de faiblesse. C'était du calcul. Au moment où elle est partie, je ne poursuivais plus des soupçons. Je construisais un dossier. Elle ne m'a pas vu alors qu'elle marchait vers le métro. Je suis resté dans le café, j'ai tapé ce que j'avais entendu dans mes notes et je me les suis envoyés par courrier électronique. La mémoire s'estompe sous la pression. Un courrier électronique horodaté, non. La phase suivante consistait à sécuriser le soutien de témoins. J'ai appelé mon ami Julien, qui travaillait dans la sécurité pour un cabinet d'avocats de taille moyenne. Il me devait une faveur de l'année précédente, lorsque je l'avais aidé à se sortir d'un pétrin contractuel. Julien avait une connexion parallèle avec un informaticien qui pouvait, selon ses propres mots, extraire un flux de caméras sans déclencher les mauvaises alarmes. Je lui ai donné l'adresse de l'hôtel, l'emplacement de la caméra du hall et la fenêtre de temps entre 4h15 et 5h00 du matin. Il a dit qu'il aurait des images fixes pour moi d'ici demain. Aucune promesse pour la vidéo. C'était suffisant. Une seule image fixe la montrant avec Maxime dans ce hall au bon moment serait le clou du spectacle. Avant de rentrer chez moi, je suis passé devant l'immeuble de son ancien petit ami. Sa voiture était garée devant maintenant, fraîchement lavée. Une femme que je ne connaissais pas est sortie du hall, tenant un sac en papier de nourriture à emporter, et a regardé autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un. J'ai noté sa description et leur ami possible, leur possible. Cela pourrait être un enchevêtrement de personnes se couvrant les unes les autres, et j'avais besoin de garder ma ligne de conduite droite. De retour à la maison, Chloé a agi comme si de rien n'était. Elle a discuté des palettes de couleurs, de la liste de lecture de l'animateur musical, et a même fait défiler des photos de la salle de réception sur son téléphone comme si elle s'y était investie toute la semaine. Je l'ai regardé parler, mémorisant l'aisance de sa voix. Cette aisance se fracturait bien assez tôt. À la tombée de la nuit, mon dossier s'était épaissi, reçu d'hôtel sous forme de documents électroniques avec horodatage, détails de prise en charge et de dépose du covoiturage, journal de données de ses appels avec Maxime, note de la conversation au café. La déclaration de l'attente de la nuit précédente, et les images fixes prévues de la caméra du hall de l'hôtel. L'enquête ne portait plus sur le fait de savoir si elle m'avait trahi. Cela était déjà prouvé. La véritable question était de savoir comment le révéler, pour qu'il n'y ait aucun doute, aucune manipulation, aucun récit de sauvetage de la part de ses amis ou de sa famille. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans le lit à écouter sa respiration régulière à côté de moi. Elle pensait que le jeu était sous son contrôle. Elle ne réalisait pas que j'avais cessé d'être un participant pour devenir l'architecte. Demain, je passerai de la collecte de preuves à la mise en place du piège. Au moment où le soleil s'est levé, les preuves n'étaient plus ma priorité. La présentation l'était. Des preuves sans public pourraient être cachées sous le tapis. Le genre de personne qui excuse le comportement de Chloé qualifierait cela de malentendu à moins de le voir disposer d'une manière qui éliminait toute voie d'évacuation. Cela impliquait un bon moment, des témoins, et un cadre qu'elle ne pourrait pas contrôler. La première étape était son père. Nous n'avions jamais été proches, mais je savais où il se situait en matière de loyauté. Il finançait près de la moitié du mariage, l'acompte de la salle, le traiteur, une partie de la lune de miel, et sa réputation dans les affaires comptait plus pour lui que les sentiments. Je l'ai appelé en milieu de matinée et je lui ai dit que nous devions nous voir seuls. Nous avons convenu d'un café près de son bureau. Je n'ai apporté que mon téléphone, une copie imprimée du reçu de l'hôtel, et un journal de données de ses appels avec Maxime. Il était déjà assis quand je suis entré, tapotant sur des courriers électroniques. Je me suis assis, j'ai fait glisser l'enveloppe sur la table et je n'ai rien dit jusqu'à ce qu'il l'ouvre. Ses yeux n'ont pas scié jusqu'à ce qu'il atteigne le redatage sur le reçu de l'hôtel. C'est à ce moment-là que sa mâchoire s'est crispée. Il est passé à la copie imprimée des relevés téléphoniques,
scrutant les appels nocturnes. Je n'ai pas embelli les choses. Je lui ai dit qu'elle avait été à l'hôtel avec son ancien petit ami, que ce n'était pas la première fois, et qu'elle utilisait mon argent et le sien pour faciliter la chose. Il a posé une seule question, « Avez-vous autre chose ?» Je lui ai parlé de la dépose du covoiturage, de la conversation au café, et des images de sécurité à venir. Ses doigts ont tapoté une fois contre la table. Puis, il s'est penché en avant et a dit, « Nous devrions gérer cela discrètement mais de manière décisive. » Il ne voulait pas que son argent soit brûlé pour une fraude. C'était sa formulation exacte. Je lui ai dit que je prévoyais d'exposer tout cela avant le mariage, d'une manière qui lui rendrait impossible de retourner l'histoire. Il a accepté de m'aider à une condition, elle devait l'admettre devant d'autres personnes, où les preuves devaient être présentées de telle sorte que personne ne puisse crier à la manipulation. Nous avons choisi le dîner de répétition. Il était prévu pour le lendemain soir dans une salle à manger privée d'un restaurant en bord de Seine. Elle ne s'attendrait à rien d'autre qu'à des discours et des rires. Il s'assurerait que chaque invité méritant d'être convaincu serait présent, des proches, les demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur, et quelques-uns de ses propres associés. Mon deuxième appel a été pour Julien. Les images fixes du hall de l'hôtel étaient prêtes. Il m'a envoyé 3 clichés nets, un d'elle entrant derrière Maxime à 3h29 du matin, un 2 côte à côte à l'entrée du spa, et un 2 repartant ensemble 40 minutes plus tard. Leur visage était clair, les horodatage visibles dans le coin inférieur. C'était la confirmation visuelle que son père avait voulu. La troisième étape consistait à appâter Maxime. J'avais besoin qu'il soit dans la même pièce qu'elle lorsque la vérité éclaterait. Une invitation directe l'effraierait, je devais donc utiliser un prétexte. Par l'intermédiaire d'une connaissance commune, un de mes anciens amis d'université qui avait déjà joué au poker avec lui, je me suis arrangé pour que Maxime pense qu'il allait rencontrer quelqu'un dans le même restaurant pour une potentielle opportunité de conseil indépendant. C'était suffisamment vague pour qu'il se présente, mais assez officiel pour qu'il s'habille bien et arrive à l'heure. La rencontre a été fixée à l'heure exacte du dîner de répétition. Pour m'assurer qu'il marche vers notre section, j'ai demandé au maître d'hôtel de l'y installer, par erreur, avant sa prétendue réunion. La disposition du restaurant a rendu cela facile. La salle à manger privée avait une seule entrée depuis la salle principale. Il entrerait en s'attendant à voir son contact et verrait plutôt Chloé, habillée pour la répétition, entourée de sa famille, sous le regard de son père. Pendant que ces arrangements se mettaient en place, j'ai ajouté une arme silencieuse, le diaporama. Chloé avait insisté pour un montage photographique lors du dîner. J'ai dit au technicien de l'audiovisuel que je fournirais les fichiers directement parce que je voulais la surprendre avec quelques photos supplémentaires. Il m'a donné le code d'accès de l'ordinateur portable de présentation. J'ai construit une séquence qui commençait par nos photos de fiançailles, puis nos photos de vacances, et à la 22e seconde, passait sans avertissement au reçu de l'hôtel, au journal d'appel de données, et enfin, aux images de sécurité. Le tout formaté proprement, sans aucun commentaire. Les faits parlent plus fort lorsqu'ils sont laissés seuls. En fin d'après-midi, Chloé ne se doutait toujours de rien. Elle était occupée à envoyer des messages textes aux demoiselles d'honneur concernant les rendez-vous chez le coiffeur et à m'envoyer des rappels concernant la dégustation du gâteau. J'ai acquiescé à tout, en gardant mes réponses courtes et agréables. Moins elle remarquerait de changements dans mon comportement, plus il y aurait de chances qu'elle marche droit dans le piège. Ce soir-là, j'ai fait une dernière vérification avec son père. Il avait déjà informé le restaurant de s'attendre à une « annonce spéciale » pendant le dessert. Le personnel a été informé de tamiser les lumières au signal et de diffuser le diaporama exactement comme il avait été fourni. Il ouvrirait par un petit toast, puis je prendrais le relais. Si elle essayait de partir, la disposition faisait qu'elle devrait passer devant Maxime dans l'embrasure de la porte. Je suis allé me coucher plus tôt que d'habitude, la laissant dans le salon à discuter au téléphone, probablement avec l'une de ses amies de confiance qui pensait connaître toute l'histoire. Je n'écoutais plus le contenu. J'écoutais le ton, et son ton était toujours confiant, toujours intouchable. D'ici le lendemain soir, ce ton aurait disparu. Le soir suivant est arrivé avec ce genre de calme que l'on ressent avant une tempête. Le dîner de répétition était prévu pour 7h00 du soir. À 6h30 du soir, la salle à manger privée du restaurant en bord de Seine se remplissait déjà de monde. Le tintement de la verrerie se mêlait aux conversations polies. Chloé était dans son élément, circulant entre les tables, touchant des épaules,
souriant comme quelqu'un dont la vie est fermement sous contrôle. Son père est arrivé précisément à 6h50 du soir, m'a fait un signe de tête une fois, et s'est dirigé vers le maître d'hôtel pour lui parler. C'était mon signal. Tout était prêt. Dans un coin, le technicien de l'audiovisuel avait préparé le diaporama. Le personnel du restaurant bougeait avec une conscience silencieuse, les assiettes étaient placées, le vin versé, les lumières ajustées de manière juste un peu plus tamisée que d'habitude. À 7h05 du soir, la porte s'est ouverte et Maxime est entré. Il était vêtu d'une veste sombre, regardant autour de lui pour trouver son prétendu contact. Le maître d'hôtel, pile au bon moment, l'a guidé vers notre section, désignant du geste un siège près du côté éloigné de la longue table. Il a aperçu Chloé avant qu'elle ne le voie. Il a hésité en plein milieu de son pas, mais la vue de son père debout près du bout de la table l'a pétrifié. Il n'y avait pas de sortie facile sans faire un scandale. Lorsque Chloé l'a enfin remarqué, le changement de son expression a été petit mais vif. Son sourire a vacillé. Ses yeux se sont plissés, et elle a redressé sa posture. Elle a essayé de le masquer en se tournant vers une demoiselle d'honneur, mais le mal était fait. Son père l'avait vu. Après le plat principal, son père s'est levé. Il a commencé par le genre de toast attendu lors de ces événements, sur la famille, sur les commencements, sur la confiance. Puis il a fait une pause, m'a jeté un coup d'œil, et s'est écarté. Je me suis levé, j'ai remercié tout le monde d'être venu, et j'ai dit qu'avant le mariage, il y avait quelque chose d'important à partager. Le technicien de l'audiovisuel a tamisé les lumières et a démarré le diaporama. Les premières images étaient inoffensives, des vacances, des célébrations, des moments de rire. Les gens ont souri. Chloé a gardé ses mains sagement croisées sur ses genoux. Puis, la diapositive suivante est apparue, le reçu de l'hôtel, aussi clair que l'impression sur un contrat. L'horodatage était visible. Les murmures ont commencé immédiatement. La diapositive suivante a montré le journal de données des appels nocturnes vers le numéro de Maxime. Les noms étaient masqués, mais le schéma était évident. Les doigts de Chloé se sont resserrés autour du bord de la nappe. Ensuite est venue l'image fixe de la caméra du hall de l'hôtel, Chloé entrant derrière Maxime à 3h29 du matin. Tous les deux bien en vue. La deuxième image, eux à l'entrée du spa. La troisième, eux repartant ensemble. Le bruit de la pièce est passé d'une confusion polie à un silence stupéfait. Le visage de la mère de Chloé s'est vidé de ses couleurs. Son père n'a pas bougé. La première réaction de Chloé a été de se lever. Elle a tendu la main vers son téléphone comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre annuler l'écran devant elle. Mais la disposition des lieux jouait contre elle. Maxime se trouvait près de la seule sortie. Et lorsque ses yeux ont rencontré les siens, n'importe quel alibi qu'elle aurait pu planifier s'est effondré. Son père a pris la parole avant qu'elle ne le puisse. Il lui a dit qu'elle était finie. Plus de mariage, plus de financement, plus d'accès au compte qu'il couvrait pour elle. Il s'est tourné vers Maxime et lui a dit de partir avant que la police ne soit impliquée pour les retraits non autorisés sur le compte conjoint. Maxime a juré à voix basse et est parti sans se retourner. Chloé a essayé de parler à son père, mais il l'a interrompu et est sorti à son tour, lui disant qu'elle pourrait récupérer ses affaires chez lui d'ici la fin de la semaine. Les invités ont commencé à partir par petits groupes, en l'évitant. Le maître d'hôtel l'a doucement informé que l'établissement annulait la réservation du mariage avec effet immédiat, avec les pénalités dues dans leur intégralité. Puisque son père ne couvrait plus les frais, le coût incombait à elle seule. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai remercié les invités restants de leur venue, je me suis éloigné de la table, et je les laissais debout au milieu de la pièce sans bague, sans salle, sans fiancé, et sans bouée de sauvetage financière. Dès le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue. La discussion de groupe des demoiselles d'honneur était silencieuse, à l'exception d'un message de sa meilleure amie demandant comment elle prévoyait de couvrir les pénalités et si elle avait trouvé un endroit où loger. Ce n'était pas le cas. Elle m'a envoyé un seul message texte plus tard dans la journée, « Tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça. » Je n'ai pas répondu. Les faits étaient publics. La trace de l'argent était documentée. Et les personnes sur lesquelles elle comptait pour la couvrir avaient tout vu de leurs propres yeux. Il n'y avait plus rien qu'elle puisse déformer. Le mariage avait été effacé, mais le dossier était permanent. Et c'est là l'histoire.